AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour des entreprises engagées, on va en parler avec notre invitée Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez Engie. Alors évidemment, l'engagement, ça vous tient toujours à cœur Muriel. Et oui, on va parler des entreprises aujourd'hui, des entreprises engagées, celles qui ne sont pas des simples acteurs économiques, parce qu'en fait, les entreprises, ce sont des catalyseurs de transformation. Elles façonnent les mentalités, elles influencent les comportements et elles contribuent à bâtir une société plus juste. Et celles qui l'ont compris savent que leur engagement n'est plus une option. L'entreprise n'est pas un monde à part, c'est le reflet de la société. Ce qui se joue dehors se joue aussi à l'intérieur. Les discriminations, les stéréotypes, les inégalités de parcours ne s'arrêtent pas aux portes du bureau. Et il faut le reconnaître, les inégalités ne sont jamais isolées. Elles se renforcent, se cumulent et s'expriment à tous les niveaux. Dans les salaires, où les écarts persistent toujours, dans l'accès aux responsabilités, où les femmes restent sous-représentées, dans les violences subies, qui sont à la fois une cause et une conséquence des inégalités. Quelques chiffres. 62% des femmes victimes de violences sont salariées. 1,4 million de femmes ont déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors du cadre familial en 2021. Une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Un chiffre qui grimpe à 40% chez les femmes de moins de 30 ans. Et pourtant, le silence reste la règle. Un silence entretenu par la peur des représailles, parfois l'absence de dispositifs d'alerte efficaces, une culture du déni encore trop ancrée dans certaines organisations. Si les violences s'ancrent dans un système d'inégalité structurelle, elles s'ancrent aussi dans la place qu'on laisse aux femmes, dans les postes qu'on leur confie, dans des opportunités qu'on leur accorde ou qu'on leur refuse. Les femmes sont là, mais pas toujours au même niveau, pas avec les mêmes perspectives. Elles restent sous-représentées dans les postes de pouvoir. En France, 46,4% des sièges dans les conseils d'administration du CAC 40 sont occupés par des femmes, mais 76% des postes non cadres leur reviennent. À l'échelle mondiale, seulement 23,3% des sièges de conseils d'administration leur sont attribués. Si rien ne change, la parité ne sera atteinte qu'en 2038. Ces inégalités ne sont pas neutres, car là où la voix des femmes compte moins, là où elles doivent prouver leur légitimité, les abus prospèrent. Et pourtant, tout prouve que cette situation est un frein. Les entreprises les plus mixtes sont 25% plus performantes. L'égalité des genres pourrait accroître la productivité économique mondiale. Alors l'inaction n'est plus une option, ne pas s'engager, c'est cautionner. L'avenir appartient aux entreprises qui feront de l'égalité une réalité. Eh bien, on en parle avec votre invitée Muriel. Elisabeth Richard, qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice des relations avec la société civile chez Engie. Vous êtes aussi coprésidente de la commission violence au Haut Conseil à l'égalité. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Alors, bonjour Elisabeth, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes une figure majeure de la promotion de l'égalité des sexes et de la lutte contre les violences faites aux femmes en France. Chez Engie, vous avez mis en place une politique ambitieuse en faveur de la mixité. Et on peut dire que cette entreprise est un acteur de référence sur ce sujet depuis près de 15 ans. Alors, pourquoi les entreprises doivent-elles s'engager dans la lutte pour l'égalité et contre les violences ? Tout simplement parce que les entreprises, en fait, elles font ce qu'elles disent et elles disent ce qu'elles font. Et à partir de ce moment-là, on se dit que voilà un endroit et un acteur qui agit. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à des mots, on n'en est plus qu'à des lois, mais on en est à des actions. Et donc voilà, nous, on s'est engagé sur ce sujet-là il y a plus de 15 ans, effectivement, chère Muriel, sur ce sujet. C'était il y a 15 ans, c'était à l'époque, je travaillais chez Suez. Donc Engie, c'est issu de la fusion entre Gaz de France et Suez. Et chez Suez, le président de l'époque, déjà Mestralet, reçoit une ministre qui lui dit « Président, vous faites quoi sur la place des femmes ?» Et le président dit « Eh bien, tout. Enfin, rien. Enfin, certainement ce qu'il faut. » Ils terminent leur conversation, ils la raccompagnent et là je reçois un coup de fil direct sur mon poste. À l'époque j'étais à la communication et le président n'a pas su répondre sur le sujet de la place des femmes. Qu'est-ce qu'on fait chez Suez ? Et donc, je suis allée me rendre à la DRH de l'époque et je me suis pris évidemment une claque dans la figure en disant « Mais de quoi tu te mêles ?» Donc, j'ai mis mon nez dans le rapport annuel de l'époque et il y avait un malheureux pourcentage femmes-hommes, vous n'imaginez pas, un malheureux pourcentage femmes cadres, non-cadres, catastrophique. Et alors, le pourcentage des femmes cadres dirigeantes, on n'en parle même pas. C'était vraiment un chiffre.
Et à partir de là, il a été décidé par le président et la direction générale d'agir sur le sujet. Donc on a été les premiers à agir avant la loi Copé-Zimmermann. Et quand la loi Copé-Zimmermann, donc on a eu 4 objectifs chiffrés en indicateurs extra-financiers, on était les seuls à le faire, et les premiers qu'on présentait en conseil d'administration et en assemblée générale. Je le dis toujours, les actionnaires de l'époque nous regardaient comme des ovnis. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation légale. Et quand la loi Copé-Zimmermann est tombée, on a fait un communiqué pour expliquer que nous, on avait 63% de femmes au conseil d'administration et qu'il a fallu, quand la loi est tombée, c'est 40-60 d'un genre ou d'un autre. Et donc, il a fallu nommer un homme à la place d'une femme. C'était quand même une première. C'est la loi Copé-Zimmermann qui a provoqué pour vous cette bascule? Ah non, on avait travaillé avant. Avant. Ouais. Et chez Engie, vous avez mis en place tout un tas de procédures, tout un tas d'opérations. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, vous pouvez nous en parler? fait, mais comme toutes les entreprises, aujourd'hui, on n'est pas plus en avance que les autres entreprises. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on était précurseurs et qu'on a mis le sujet sur la table dès le départ. En fait, Engie, c'est un merveilleux bêta-testeur pour tester un certain nombre de choses. Les projets de loi, les index. Donc évidemment, on a mis un certain nombre de choses en place. Le mentoring, l'accompagnement des jeunes filles. Notre choix d'engagement sur le sujet dure depuis 15 ans. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, on a quand même une expérience qui fait qu'on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Alors en ce moment, vous êtes très lié, en plus de toutes les actions que vous avez menées jusqu'à présent, vous avez clairement conditionné vos contrats d'accompagnement dans le sport, par exemple, à l'intégration des séances de prévention contre les violences sexuelles. C'est un signal très fort, c'est un engagement majeur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet engagement dans le sport se mette en place? Qu'est-ce que vous avez constaté? Pourquoi et quelle est l'influence des décisions que vous avez prises? En fait, l'histoire, elle commence comme ça. Juste avant le Covid, j'avais essayé de mettre en place un dispositif contre les violences faites aux femmes chez Engie. Et à l'époque, on m'avait expliqué, écoute, Elisabeth, t'en fais déjà beaucoup sur la place des femmes. Les violences intrafamiliales, c'est vie pro, vie perso. Là, vraiment, nous, chez Engie, je vois pas ce qu'on peut faire, malheureusement. Donc, j'ai rangé ça dans un coin de ma poche, mais j'avais pas dit mon dernier mot. Et puis le Covid arrive, le confinement arrive, et là, on se rend compte que, évidemment, le sujet des violences, puisqu'on était enfermés, tous, plus ou moins bien, était très présent et très prégnant. Et on a eu des femmes du groupe qui ont subi des violences et dont on a été témoins par une visio. Et donc là, le président, qui est Jean-Pierre Clamadieu, avec Catherine MacGregor, ont décidé d'apposer sur proposition le 3919, le 17 et le 114 sur les 11 millions de factures. Et on ne l'a pas fait que le 25 novembre, le jour de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, mais on le fait depuis 4 ans, non-stop. Et c'est ça qui a commencé à nous positionner et nous engager contre les violences faites aux femmes. Parce qu'évidemment, statistiquement, on a des femmes qui subissent des violences chez Engie. Et puis, il y a un an, je parle de ce sujet en conférence, et là, j'ai Angélique Cauchy qui vient me parler. Angélique Cauchy, c'est cette jeune femme qui a subi des violences sexuelles lorsqu'elle était championne de tennis entre l'âge de 12 et 14 ans par son coach sportif. C'était atroce. Et Angélique nous parle de chiffres absolument massifs, qui sont un enfant sur 7 subit des violences. Un enfant lambda qui fait du sport sur 7 subit des violences sexuelles notamment. Un sportif de haut niveau sur 3. Enfin, les chiffres sont dingues. Et là, elle me dit, Elisabeth, j'ai beaucoup entendu parler de ce que tu faisais chez Engie sur les violences. Est-ce que tu peux m'aider? Et moi, j'ai dit, écoute, les violences sexuelles sur mineurs dans le sport, franchement, je vois pas. Mais je lui dis, explique-moi ton histoire. Donc, elle m'explique son histoire. Et elle m'explique que le summum de l'atrocité de ce qu'elle a vécu, c'est quand elle a eu 14 ans, qu'elle est invitée en tant que guest star comme championne de tennis pour participer à cet Open de tennis de la Baule, et qu'elle a été violée partout, malheureusement. Et je lui dis, mais partout, elle me dit, dans les vestiaires, vu et au su de tous, mais aussi derrière les bâches. Je dis, derrière les bâches? Elle me dit, oui, les bâches de sponsors. Oh, et là, ça a fait tilt dans ma tête. Parce que nous, chez Engie, on a 14 Open de tennis au féminin. Depuis 30 ans, on est partenaire fidèle des Open de tennis au féminin. Et là, elle m'explique qu'à cet Open de tennis de la Baule, qui n'est pas un Open de tennis Engie, mais ça aurait pu être, en fait, elle était violée derrière des bâches de sponsors. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Maintenant, je sais.
Maintenant que je sais, je ne peux plus dire je ne savais pas. Et donc, on doit tous être responsables de ça. Nous sommes sponsors de 14 Open. Donc, on a décidé, vraiment grâce à la direction générale du groupe, et je remercie infiniment une Catherine MacGregor, Claire Vézante, Dominique Houd, toutes ces femmes qui sont derrière moi et qui sont patronnes, de m'avoir autorisé, parce que l'idée, c'était quoi ? C'est de conditionner les partenariats, le sponsoring sportif, donc les contrats à de la prévention. Si le patron de l'Open ne veut pas faire de prévention, on arrête le sponsoring. Et ça a été très fort. Et donc, depuis 1 an, on le fait. Et comment ça a été perçu ? Comment vous avez réussi à imposer cela ? Ça a été... j'en ai pas beaucoup parlé au départ. Ouais. Contractualisé avec l'équipe juridique. On a passé un coup de fil à tous les patrons des Open. Pour tout vous dire, les patrons des Open de tennis ont soufflé en disant merci. Merci de le faire, merci d'oser de le faire, merci de nous l'imposer. En fait, ils ne savent pas par quel bout prendre ce sujet. En fait. C'est compliqué pour ces hommes qui dirigent des Open de tennis avec des jeunes. Mais il n'y a pas que le tennis d'ailleurs, hein. Tous les sports sont touchés aujourd'hui. Hein. Oui, là, en l'occurrence, nous on a 14 Open, on a commencé par là, et moi j'appelle l'ensemble des entreprises qui sont sponsors de partenariats sportifs, de l'imposer, cette prévention. Parce que si tous les enfants, comme Angélique, avaient eu cette information de « on n'embrasse pas sur la bouche », les entraîneurs ne doivent pas rentrer dans les vestiaires, il faut laisser les enfants aller se doucher. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Si les enfants savent, déjà, on peut déjà commencer à agir autrement et voir les choses. Si les parents savaient aussi, parce que les parents ne savent pas ça. Donc nous, on est acteurs de prévention sur le sujet. Et on en est très fiers. On va faire la même chose avec la Fédération française de voile. On va commencer à y réfléchir et à voir comment on peut avancer à leur côté. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une coalition de sponsors qui se regroupent autour d'Angie ou avec vous pour décider de mettre en place des mesures similaires dans tous les sports où les enfants sont impliqués ? Mais bien sûr. Et en fait, moi, je le dis toujours, on a pris le sujet des violences sexuelles sur mineurs dans le sport comme on a pris tous le sujet du dopage. Quand on a su qu'il y avait du dopage, il n'y a plus un sponsor qui a dit je cautionne. À partir du moment où on le sait, il faudrait que ce soit la même chose avec les entreprises dans le sponsoring sportif. Alors, votre engagement ne s'arrête pas aux frontières. Hein. Vous êtes aussi président du réseau Women in Networking by Angie. Plus de 1000 membres dans plusieurs pays. Cette dimension internationale, elle apporte un regard élargi sur les enjeux d'égalité et de lutte contre les violences sexistes en entreprise. On sait que les cultures, selon les pays, sont différentes, que les défis le sont également. Quelle expérience vous avez pu constater à l'international ? Avez-vous le sentiment qu'on a des leçons à apprendre ou qu'on est plutôt avancé, nous, par rapport à ce que les autres pays peuvent faire ? Alors, sur l'arsenal législatif d'égalité professionnelle, franchement, on n'a pas à rougir. On a un pays qui a bien avancé. On a la loi Copé-Zimmermann sur la féminisation des conseils d'administration. On a la loi Rixin sur la féminisation des instances dirigeantes. On a l'index Pénicaud sur l'index sur les écarts salariaux. Franchement, on n'a pas à rougir. À partir du moment où on commence à mettre en place l'ensemble de ce dispositif, cet arsenal est très fort et très puissant. Rien à dire. Sur les violences, c'est un autre sujet. Et c'est là que le bas blesse. Sur le sujet des violences, où là, en France, on n'a pas d'arsenal législatif sur les violences, en fait, finalement. Non, on a une grande loi en préparation, une grande loi qui intégrale, magnifique, sur laquelle on travaille avec 80 mesures qu'on espère être à l'égal de la grande loi sur les violences intrafamiliales. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un projet. Voilà. Et ça, c'est un sujet. Et quand on voit l'avancée d'un pays comme l'Espagne, qui a 20 ans d'avance sur nous, sur les téléphones graves dangers, sur les mesures de protection, sur tout ça, effectivement, c'est pas la même chose. Donc il faudra un index. C'est une bonne idée. Vous m'avez posé la question. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Un index sur les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises. Dans les entreprises. Non, mais dans les entreprises. Non, pas dans les entreprises. Dans les milieux dans lesquels les entreprises évoluent. Oui, parce que les entreprises, franchement, nous, c'est tolérance zéro. Il y a dans les grands groupes, geste, là, c'est tolérance zéro. Dans les grands groupes, c'est tolérance zéro. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est tolérance zéro partout ? Plus on va en parler, plus on va en mettre en place des choses, plus ça va être compliqué quand même. Mais sincèrement, je pense que c'est pas dans les entreprises que ça se passe. C'est en dehors des entreprises. Mais le fait que les entreprises commencent à dire, avec un 3919 sur des factures, on dit nous à nos partenaires, on dit nous à nos clientes et à nos clients, on dit nous à nos salariés, nous, les violences faites aux femmes, c'est pas chez nous que ça doit se passer.
Ce rôle au sein du Haut Conseil à l'égalité, où vous êtes coprésident de la commission violence, il est complémentaire de ce que vous menez en entreprise. Comment ça s'articule ? Merci de cette question parce que je pense qu'effectivement, c'est très important. En fait, un État ou une société dans son intégralité ne peut pas avancer sur une seule jambe. Donc l'État français ne peut pas tout faire. Les entreprises ne peuvent pas tout faire. Les associations ne peuvent pas tout faire. Et la société civile non plus. Mais si on est à 4 en coalition d'action, là c'est fort. Le fait que au Haut Conseil à l'égalité, il y ait des personnalités de la société civile qui viennent d'entreprises et qui viennent rejoindre le Haut Conseil auprès de Bérangère Couillard, là, ça change la donne. Parce que moi, j'ai des actions concrètes. Donc ce que je sais du Haut Conseil, je l'amène chez Engie. Et ce que je sais de chez Engie, je l'amène au Haut Conseil. Et à l'ensemble des partenaires. Ça, c'est une force incroyable. Donc, on décuple tout. Et il y a un partage d'expertise. Est-ce qu'il y a aussi un partage d'influence ? Un partage d'expertise, un partage d'influence, et on n'est pas tous dans nos couloirs de nage. On a ouvert, on a enlevé les filets, vous voyez, et on nage tous dans la même piscine, on est tous quand même dans le même bain. Et il faut qu'on arrive ensemble à construire quelque chose. Moi, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour la société dans son entièreté, et pour les valeurs qu'elle représente. On sent cette énergie qui est chez vous, cette passion à défendre les droits des femmes et à lutter contre les inégalités. Alors on arrive au bout de cette conversation. Si vous aviez un message à adresser aux dirigeants qui hésitent encore, parce qu'il y en a encore qui hésitent, quel serait ce message ? D'abord, je pense que quand les femmes représentent la moitié de l'humanité, bon sang de bonsoir, si on fait rien, on va pas vraiment se regarder dans une glace. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, si on veut parler de performance, les entreprises, on parle de performance, moins on se ressemble, plus on est performant quand même. Donc c'est toujours bien d'avoir une équipe différente et pas une équipe qui ressemble. On n'est pas des clones. Et justement, c'est ça l'important. Par les femmes aussi, on ouvre à la diversité et c'est très important. Par les femmes aussi, on lutte contre les violences parce que plus on va intégrer de femmes, plus on va lutter contre tous ces sujets. Et puis pour la jeune génération, je veux dire, quand on est dirigeant d'une entreprise, on a des enfants. Est-ce qu'on veut avoir une jeune génération qui subit des violences ? Non, moi je crois pas, non. Je pense que donc du coup, ça doit être le sujet de tous et que c'est pour moi une non-assistance à personne en danger. Merci Elisabeth. Alors regardez bien vos factures, elles sont importantes parce qu'il y a plein d'indications très précieuses sur vos factures d'Engie. 39, 19, 17 et 114. Et merci à vous Muriel Réus. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. À dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.